La culture est un combat. Le combat pour la culture introduit et doit introduire au plus épais du combat de l'homme, je veux dire le combat contre tout ce qui opprime l'homme, le combat contre tout ce qui écrase l'homme, le combat contre tout ce qui humilie l'homme, où qu'il se trouve, et que dans ce combat-là, chaque peuple, quelque petit qu'il soit, tient une partie du front, donc en définitive est comptable d'une part même infime, de l'espérance humaine. Aimé Césaire, l'un des plus grands poètes du XXe siècle, il est partout salué comme le chantre de l'anticolonialisme, de l'Afrique ancestrale et de la négritude. Mais son XXe siècle n'est plus le nôtre. Les périls ont changé, les luttes aussi. Le nègre fondamental peut-il encore nous aider à penser ces urgences planétaires, à les combattre, les dépasser et à poursuivre notre humanisation? Avec le XXIe siècle, de vieilles ombres sont de retour et nous fixent sans trembler. L'actuel niveau de connaissance et de technique aurait pu être dévoué à l'ouverture à l'autre, à la liberté, à la paix, à la fraternité, à l'égalité de tous et au respect pour tous. Notre monde globalisé aurait pu devenir une richesse partagée. Hélas, il était celui des régressions inattendues. La survie de l'espèce humaine, le métabolisme de la planète, était désormais menacé par des périls qui m'avaient fait négliger la poésie de Césaire. L'obscurantisme rampant qui triomphe dans le monde avait dénaturé nos luttes contre la domination coloniale et l'emprise planétaire du capitalisme. Depuis leur avènement, ces deux forces s'étaient métamorphosées, mais la perception que nous en avions était restée figée. J'étais convaincu que la simple posture des coloniales ne suffisait plus. Alors, fuyant les rengaines militantes, j'avais fini par croire que le nègre fondamental n'avait plus rien à nous offrir. Mais un jour, j'entendis par hasard un texte de la revue qu'avait fondée Césaire en 1944. Mais il n'est plus temps de parasiter le monde. C'est de le sauver plutôt qu'il s'agit. Il est temps de se ceindre les reins comme un vaillant homme. Où que nous regardions, l'ombre gagne. L'un après l'autre, les foyers s'éteignent. Le cercle d'ombre se resserre, parmi des cris d'hommes et des hurlements de fauves. Pourtant, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Nous savons que le salut du monde dépend de nous aussi. Que la terre a besoin de n'importe lesquels d'entre ses fils les plus humbles. L'ombre gagne. Ce texte avait été tellement rabâché durant des décennies par des paquets de militants que j'avais fini par ne plus l'écouter. Mais cette fois, comme un écho à la tourmente mondiale qui me désespérait, il venait illustrer notre actualité avec une formidable justesse. Un espoir s'est ouvert en moi, relire, relire, relire Césaire. Son verbe tellement utile contre les ténèbres du passé pouvait-il encore nous aider à penser nos urgences planétaires, à les affronter, les dépasser et à poursuivre notre humanisation? Colonialisme, Afrique, négritude. Ces trois mots résonnaient dans mon esprit tandis que j'emportais tous ces livres avec moi. C'étaient eux qui définissaient le plus souvent Césaire. Ils avaient fini par devenir des mots prison où le verbe du poète se voyait relégué. Alors, au fil d'une lente surprise, ces mots usés que je croyais connaître m'offrirent des perspectives inattendues. Césaire avait dressé de flamboyants réquisitoires contre la prétendue œuvre chrétienne et civilisatrice du phénomène colonial. Néanmoins, je m'aperçus que sa perception du colonialisme était bien plus complexe que l'idée militante qu'on en avait gardée.
D'abord, il avait deviné que le colonialisme originel était l'amorce d'un ensauvagement de l'Europe, dont le racisme fut un symptôme. Où veux-je en venir? À cette idée que nul ne colonise innocemment, que nul non plus ne colonise impunément, qu'une nation qui colonise, qu'une civilisation qui justifie la colonisation, dont la force est déjà une civilisation malade. Une civilisation moralement atteinte qui, irrésistiblement, de conséquence en conséquence, de reniement en reniement, appelle son Hitler. Je veux dire son châtiment. Ainsi, lorsque la conscience occidentale se vit tétanisée par la sauvagerie nazie, Césaire lui rappela que ces barbaries n'étaient qu'un simple retour de flamme des pratiques coloniales demeurées jusqu'alors acceptables. Mais il vit plus loin encore. L'esprit du colonialisme, recherche du profit maximal, réification du vivant, prédation sans limite, était passé intact dans le capitalisme moderne. La brutalité coloniale fondatrice n'était plus nécessaire au règne de la marchandise. Les colonies devinrent des marchés et leurs peuples de simples consommateurs. Mais le pire est ceci, le capitalisme lui-même ne cessa de se métamorphoser. Marchand, minier, industriel. Aujourd'hui, la financiarisation de l'économie planétaire le rend invisible à nos yeux. Et sa fusion en cours avec les systèmes techno-numériques risque de la rendre invincible. Pour Césaire, lutter contre le capitalisme, c'était déchouquer ses racines coloniales, mais surtout refonder un humanisme assez vaste pour ne laisser aucune chance au retour de la barbarie. Galvanisé par cette découverte, j'examinais le mot « Afrique », dans lequel Césaire se retrouve encore très souvent enfermé. Pour justifier l'exploitation sans limite des hommes et du vivant, le proto-colonialisme puis le colo-capitalisme proclamèrent que l'Afrique n'avait ni histoire, ni culture, ni civilisation, et en finale, aucune humanité. Césaire fut toujours soucieux de conjurer ce vaste dénigrement. Mais il ne s'était pas contenté de revaloriser, voire d'idéaliser l'Afrique noire ancestrale. Il en avait fait la force tutélaire de son marronnage poétique. Je crois qu'il faut une remobilisation de toutes les énergies. Et les énergies, il y en a. C'est vrai qu'il y a la famine, c'est vrai qu'il y a la guerre, c'est vrai qu'il y a l'effondrement du coût des matières premières, mais il y a aussi l'homme africain, et je crois que c'est la chose la plus importante. Il y a le courage africain, il y a la femme africaine, il y a les cerveaux africains, il y a les jeunes savants africains. Alors évidemment, mais c'est tout ça qu'il faut rassembler, les artistes africains. Voilà les forces vives de l'Afrique. Son Afrique n'était pas un passé magnifié qu'il faudrait restaurer, ni même une puissance à imposer, mais bien un avenir à construire, un au-delà de toute domination. L'avènement de ce continent devenait pour lui une des conditions essentielles de nos devenirs post-capitalistes. Car sans l'Afrique, la relation du monde à lui-même, celle de tous à tous et de tous avec tous, resterait inaccomplie. Eh bien, l'Afrique vit tout simplement l'aventure humaine. Nous sommes seuls et nous devons par conséquent, à la machette, au coutelas, nous tailler notre propre voie. Il faudra trouver quelque chose hors modèle, ni le modèle occidental, ni l'ancien modèle soviétique dont l'Afrique meurt. Il faut faire le choix d'être soi-même. Maintenant, le mot totémique de Césaire. Le colo-capitalisme avait inventé le mot nègre et son terrible narratif. Il avait ainsi consacré la damnation d'un phénotype. Le poète avait alors ramassé ce mot épouvantable pour en faire un parangon d'insolence, de combat, de dignité, de liberté. Cette transmutation donna le vocable négritude. Ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une taie d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour ni une cathédrale.
Elle plonge dans la chair rouge du sol, elle plonge dans la chair ardente du ciel, elle trouve l'accablement opaque de sa droite patience. La négritude, on a donné bien des définitions, mais grosso modo, je crois qu'il faudrait ramener la négritude à ses éléments les plus simples. Ça a été premièrement l'affirmation d'une identité. Pour moi, ça, c'est fondamental. Oui. Je suis un nègre, c'est notre cogito ergo sum. Et c'est l'affirmation d'une solidarité. Ça signifie que, Martiniquais, je me sens solidaire d'une histoire, je me sens solidaire des Noirs du monde entier, je me sens solidaire du Noir de Harlem, je me sens solidaire d'un Noir africain, je me sens solidaire du Congo ou de Dakar. Par conséquent, affirmation d'une solidarité et enfin, affirmation d'une fidélité. Et ça, c'est très important. Autrement dit, nous ne renions pas nos ancêtres, nous ne renions pas les valeurs africaines, nous rétablissons la continuité historique qui a été coupée par la violence symbolisée par la traite des Noirs. Mais dans mes relectures, je compris mieux combien Césaire avait projeté ce terme à une intensité inédite. La lutte de ce fait assumé au plus vaste était valable pour tous. Les trois mots colonialisme, Afrique, négritude, encore utilisés pour enfermer Césaire, s'ouvraient sous la force de sa plume à des ampleurs insoupçonnées. Par-delà toutes les questions ethniques ou raciales, la volonté de l'homme tout court d'en finir avec tout ce qui reste de barbarie dans le monde pour accéder à un stade de civilisation supérieure où l'on pourra enfin, et sans abusive hyperbole, parler de l'humanisation de l'humanité. Césaire ne se référait pas seulement à l'Afrique. Il s'ouvrait sans cesse vers tous les horizons. Le cahier désigne en réalité 3 pays natals. 1, la Martinique colonisée mais transfigurée par l'alchimie de son verbe. 2, l'Afrique perdue, retrouvée lors de son exil en France. 3, la poésie elle-même, cette source vitale à laquelle il avait renoncé en déchirant ses poèmes de jeunesse et qui, là, retrouvait toute sa place dans une écriture de la refondation. Des mots, quand nous manions des quartiers de monde, quand nous épousons des continents en délire, quand nous forçons de fumantes portes, des mots, ah oui, des mots, mais des mots de sang frais, des mots qui sont des raz-de-marée, des érésipèles et des paludismes et des laves et des feux de brousse et des flambées de chair et des flambées de ville, des mots. Puis, le poète élabore une géographie cordiale. L'Afrique devient une part de la Martinique une part de l'Afrique. Et ensemble, les 2 berceaux s'élargissent sur tous les coins de la planète où la colonisation, la traite et l'esclavage ont semé les douleurs d'une autre histoire du monde. Dès lors, un archipel émerge, celui des Amériques. Des îles solidaires, des mémoires rassemblées, des luttes convergentes de l'Afrique qui se déploient sur l'ensemble du monde. Un archipel sensible, dessiné sans frontières, creusé dans l'écume océane par les sillons des bateaux négriers. Pas un bout de ce monde qui ne porte mon empreinte digitale. Et mon calcanéum sur le dos des gratte-ciels et ma crasse dans le scintillement des gemmes. Qui peut se vanter d'avoir mieux que moi? Virginie, Tennessee, Georgie, Alabama, putréfaction monstrueuse de révolte inopérante, marée de sang putride. Je me sentis soulevé. Césaire ne nous avait pas appelés à rebrousser chemin. Il nous avait offert une planète poétique, riche de ses particuliers, forte de ses singularités et une dans sa diversité. Je suis un être de solitude et c'est par le mot que j'établis la communication. Pas seulement la communication banale, l'échange mondain, mais la communication d'abord avec moi-même, quand je ne sais jamais avant d'avoir dit ce que je suis. La communication avec une terre, singulièrement la terre antillaise, et puis la communication avec l'univers. Mais tout ça, ça se fait par le mot, qui me précède dans ma vérité. Et tout cela
je le dis dans ma poésie, et c'est pourquoi ma poésie est obscure. Parce qu'elle emporte des grands lambeaux de moi-même, du monde et de l'univers. Aujourd'hui, face à l'effondrement global, protéger le vivant est une urgence absolue. Dans la plupart de ses poèmes, Césaire rejoignait cette préoccupation. Je réalisais combien, dans son combat contre le colocapitalisme, il avait sacralisé le vivant. Il en avait fait, dès le cahier d'un retour au pays natal, une source poétique et une ressource existentielle. L'hibiscus, qui n'est pas autre chose qu'un œil éclaté d'où pend le fil d'un long regard, les trompettes des solandres, le grand sabre noir des flamboyants, le crépuscule qui est un trousseau de clés toujours sonnant, les aréquiers qui sont de nonchalants soleils jamais couchés parce qu'outrepercés d'une épingle que l'éther à cervelle brûlée n'hésite jamais à se fourrer jusqu'au cœur. Sa poésie ne regardait pas seulement ce qu'on faisait aux hommes. Elle montrait combien chaque miette du vivant était soumise à l'emprise mortifère du colocapitalisme. Le paysage martiniquais devenait une mémoire, et cette mémoire était sanglante. Le paysage m'empoisonne, des aconites de son alphabet. Aveugle, je devine mes yeux et le nuage à la tête du vieux nègre que j'ai vu rouer vif sur une place. Le ciel bas est un étouffoir, le vent roule des fardeaux et des sanglots de peau suante. Le vent se contamine de fouet et de futailles et les pans du peuple, le ciel d'acéras. Il y a des dogues, le poil sanglant et des oreilles, des barques faites d'oreilles coupées qui glissent sur le couchant. Botaniste obstiné, il éprouvait la forêt humide du nord, la sécheresse du sud, les plantes, les herbes, les mousses. Il était roche, arbre, fougère. Il était algue laminaire, il était fleur. Là où les poètes doudouistes peignaient des paradis, il révélait un tissu de présence opaque et de vies insolites. Je t'évoque, bananier pathétique, agitant mon cœur nu. Dans le jour psalmodiant, je t'évoque, vieux Ougan des montagnes sourdes. La nuit, juste la nuit qui précède la dernière, et ses roulements d'ennui frappant à la poterne folle des villes enfouies. Le paysage habitait le poète qui l'habitait, dans une transformation mutuelle, jusqu'à tisser une empathie transversale avec toutes les manières du vivant. Il y a le nord, ça monte, ça crache du feu, et puis c'est ça, c'est la barre. C'est la mer qui défonce la côte, qui défonce la falaise. Eh bien, c'est vrai, tout ça, c'est le côté violent de la Martinique. Et ma poésie est inspirée de ça. La mer césarienne était à la fois un tombeau et une matrice. Mémoire de l'esclavage, jonction avec l'Afrique, algèbre d'un archipel d'histoire et de futur. Mais elle était aussi une force sauvage, prédatrice. Et surtout une masse énigmatique de silence, de secrets, de mystères. Césaire nous invitait à prendre soin de la mer pour nous sauver nous-mêmes et sauver les équilibres de la planète. Et puis, il y avait la montagne pelée. Pour lui, ce volcan était l'âme du pays et c'était aussi sa propre âme poétique. Il voulait que sa parole jaillisse comme un feu de magma. Il rêvait que ces mots détiennent la force démiurgique du volcan qui détruisit une ville coloniale. En général, les matériaux s'accumulent et puis brusquement, il y a une explosion. C'est un petit peu un caractère très martiniquais, celui-là, et c'est également le caractère de ma poésie. Cette poésie associer la puissance minérale de la roche aux vitalités de la mousse, des lianes, des fougères, des champignons, des insectes, jusqu'à constituer une seule entité où régnait le vivant.
Face au colocapitalisme qui s'était détaché du vivant, Césaire enchevêtrait le monde et son biotope, la chair, la terre, le minéral, le végétal, le vent, l'ombre, la lumière et l'eau. Et il ouvrait cet emmêlement aux énigmes inépuisables du cosmos lui-même. Notre lutte aujourd'hui se devrait d'assumer cette alliance généreuse, cette cosmopoétique. Césaire utilisait rarement le terme de communauté. Il écrivait dans la fulgurance du jeu. Néanmoins, dans les actions décisives, il évoquait des nous. Que désignait-il par ces nous ? Les anciennes communautés enfermaient les individus dans des corsets existentiels. Toute singularité se voyait étouffée. Puis les migrations volontaires ou forcées brassèrent de nombreux peuples venus de tout partout. Cela donna des sociétés composites, mouvantes, où les jeux singuliers se rassemblaient sans se dissoudre. De là naquirent des nous, des collectifs fragiles, imprévisibles, obscurs à eux-mêmes, mais toujours renaissants. Le monde contemporain est désormais plein de ces collectifs d'individuation. Beaucoup les croient incapables de porter un même rêve ou un projet commun. Mais Césaire nous rappelle que ces nous peuvent agir, qu'ils sont peut-être la seule force capable d'inventer l'avenir. Dans le cahier d'un retour au pays natal, les premiers nous sont de simple solidarité, unis par l'humiliation, l'oppression, la souffrance. Puis Césaire les enflamme. Ces nous deviennent actifs, incandescents, des individus rassemblés dans une énergie commune, un rêve partagé, une force d'action. Enfin, au sommet du poème, le nous césarien se projette dans une gerbe ascendante d'idéaux et de passions. Elle s'élance vers un monde qui est à rebâtir. Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi, les cheveux dans le vent, ma main petite maintenant dans son poing énorme, et la force n'est pas en nous, mais au-dessus de nous, dans une voix qui vrille la nuit, et l'audience comme la pénétrance d'une guêpe apocalyptique. Voilà la leçon de Césaire. Un monde brisé peut renaître si chacun, solitaire mais solidaire, accepte de lier sa liberté singulière à la liberté singulière des autres. Enfin, j'arrivais au bout de ma fiévreuse quête. Dans une soudaine excitation, je me replongeai dans l'ensemble des poèmes. Je découvris ce que j'avais confusément pressenti. La puissante élévation poétique de Césaire était habitée d'une force inattendue. Cette force, c'était l'amour. L'amour césarien était partout. Le plus émouvant pour moi fut la redécouverte de ces poèmes d'amour. Quoi de mieux pour nous illuminer en ces temps sombres que nous vivons que d'écouter Césaire parler de tendresse et d'amour, sous de multiples formes, sexuelles, passionnelles, compassionnelles, fraternelles, violentes, possessives, ordonnatrices, souffrantes et maternelles. Tout ce qui danse s'est agglutiné pour former tes seins. Toutes les cloches d'hibiscus, toutes les huîtres perlières, toutes les pistes brouillées qui forment une mangrove. Tout ce qu'il y a de soleil en réserve dans les lézards de la Sierra. Tout ce qu'il faut d'iode pour faire un jour marin, tout ce qu'il faut de nacre pour dessiner un bruit de conque sous-marine. Chez Césaire, la femme aimée n'avait pas de nom. Elle n'avait pas de couleur ni de forme spéciale. Elle pouvait être un paysage, la mer, un morne, un promontoire. Elle pouvait être le pays lui-même. Le poète devenait ce qu'elle était et elle devenait ce qu'il était. La femme incarnait la cristallisation sensuelle d'une vitalité sans limite. Si tu voulais, les tétrodons à la dérive iraient se donnant la main. Si tu voulais, tout le long du jour, les péronias de leur queue feraient des routes et les évêques seraient si rares qu'on ne serait pas surpris d'apprendre qu'ils ont été avalés par les crosses des tricomans. L'acte sexuel devenait l'effusion du vivant. Le réceptacle de la vie était partout, et la vie était un ensemencement continu de ce qui existait et de ce qui mourait.
L'amour césarien s'ouvrait à un désir d'accomplissement total, une beauté que rien ne saurait contraindre ou dominer. J'avais retrouvé un allié considérable. Aimé Césaire avait dû, le temps d'une existence, trouver comment vivre dignement dans un monde relié par une grande violence. Il n'avait disposé que de sa seule parole pour trouver l'équation d'une plus juste humanité. Si tu voulais, la force psychique assurerait toute seule la nuit d'un balisage d'Arara. Si tu voulais, dans les faubourgs qui furent pauvres, les norias remonteraient, avec dans les godets le parfum des bruits les plus neufs, dont se grise la terre dans ses plis infernaux. Son expérience fut un exemple pour nous. Elle est encore valable pour tous. Alors oui, lire et relire Césaire. Le relire et le relire encore. Fréquenter joyeusement sa puissance jusqu'à l'aurore d'un autre monde. Si tu voulais, les fauves boiraient aux fontaines, et dans nos têtes, les patries de terre violentes tendraient, comme un doigt aux oiseaux, l'allure sans secousse des hauts mélèzes. Tout ce qui danse, c'est agglutiné pour former tes seins. Toutes les cloches d'hibiscus, toutes les huîtres perlières, toutes les pistes brouillées qui forment une mangrove. Tout ce qu'il y a de soleil en réserve dans les lézards de la Sierra. Tout ce qu'il faut d'iode pour faire un jour marin. Tout ce qu'il faut de nacre pour dessiner un bruit de conque sous-marine. Si tu voulais, les tétrodons à la dérive iraient se donnant la main. Si tu voulais, tout le long du jour, les péronias de leur queue feraient des routes et les évêques seraient si rares qu'on ne serait pas surpris d'apprendre qu'ils ont été avalés par les crosses des tricomans. Si tu voulais, la force psychique assurerait toute seule la nuit d'un balisage d'Arara. Si tu voulais, dans les faubourgs qui furent pauvres, les norias remonteraient, avec dans les godets le parfum des bruits les plus neufs, dont se grise la terre dans ses plis infernaux. Si tu voulais, les fauves boiraient aux fontaines, et dans nos têtes, les patries de terre violentes tendraient, comme un doigt aux oiseaux, l'allure sans secousse des hauts mélèzes.